Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus ici ce soir. Merci à Alain d'avoir accepté l'invitation et d'être venu de loin. Donc Alain est docteur en philosophie et aussi enseignant à Mayotte. C'est pas son premier ouvrage qu'il va nous présenter ce soir. Il en a déjà écrit plusieurs. Il est spécialiste entre autres de Walter Benjamin et aussi de Pier Paolo Pasolini. Mais c'est son premier manifeste. Alors, bon, le titre est assez clair. On va discuter un petit peu de tout ça. Ce qui va se passer, c'est qu'il va d'abord faire une présentation de l'ouvrage, le temps qu'il faut. Et puis vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez, si vous avez des questions. Si vous n'en avez pas, moi j'en aurai quelques-unes. Voilà, donc quand vous le souhaitez, vous levez la main. Bonjour, donc je voudrais d'abord remercier l'équipe du Merlot-Moqueur de me recevoir donc, ce soir. Je suis très heureux donc. Oui, si je peux commencer par faire éventuellement, je ne sais pas si vous avez parcouru peut-être un peu l'ouvrage pour certains. Je préfère faire une présentation, si vous voulez, assez rapide quoi, pour aller vers les thèmes principaux. Et après, éventuellement, pour revenir par des questions. Quoi. Alors donc, donc le titre, un manifeste contre la normalisation gay. Donc il s'agit d'un livre dont j'avais déjà l'idée depuis un certain temps. Et donc l'idée s'est renforcée à travers une évolution que j'apercevais dans le milieu gay ces dernières années, qui était de plus en plus évident pour moi, qui était une sorte de mouvement, on pourrait dire, vers la droite, en ce sens où en gros, beaucoup de mouvements gays, finalement, entraient dans une sorte de démarche très largement islamophobe. Et donc, c'est ça qui a été, d'une certaine manière, le point de départ, ou plutôt, ça a confirmé, si vous voulez, la vision que j'avais initialement de l'évolution des milieux gays ces dernières années. Alors, dans le livre, j'essaye de faire, en fait, une sorte de mise en perspective entre la démarche, on pourrait dire, de libération sexuelle y compris homosexuels des années 60-70, et donc ce qui est devenu finalement le mouvement gay ces dernières années, dans les années 2000. Et donc le mariage gay lui-même ne va pas être du tout au centre de l'ouvrage, ça va être au fond simplement l'événement de cette manière qui va déclencher l'écriture du livre, parce que c'est à partir de ça, de cette manière, qu'on va pouvoir tirer l'ensemble de la pelote et réussir à revenir finalement vers les fondements de ce qu'on pourrait appeler une forme de normalisation gay. Donc le mariage gay lui-même, on peut dire que d'un simple point de vue juridique, au fond, c'est une simple égalisation des conditions entre homo et hétéro, donc il n'y a rien de contestable dans le fait de réclamer un mariage homosexuel. Ce qui m'intéressait plus, c'était au fond les conditions, au fond, les conditions qui amenaient une communauté, je reviendrai sur le terme de communauté gay qui posait problème, je reviendrai sur cela. En tout cas, le fait que la communauté gay puisse réclamer un mariage la concernant, c'est ça que je voulais interroger. Quelle est donc la subjectivité qu'il y a derrière cette communauté pour être amenée à réclamer justement ce mariage? C'est plus ça qui m'intéressait plutôt que une contestation du mariage gay qui n'aurait pas eu de sens, puisque du point de vue, encore une fois, juridique, la chose se justifiait. Donc ce que j'ai essayé de faire apparaître, c'est que le mariage gay lui-même, finalement, n'aboutit pas à une forme de surcroît de liberté, contrairement justement à ce que tout un ensemble de discours essaye de faire envisager, à savoir l'idée selon laquelle il y aurait une continuité entre les mouvements de libération des années 70, mouvement gay de libération des années 70, et cette espèce d'achèvement, qui serait le mariage homosexuel. Or, ce que j'essaie de faire apparaître, c'est qu'il y aurait une différence de nature, en fait, entre les mouvements de libération des années 70 et ce qui serait justement une demande d'un tout autre ordre, qui serait la demande de mariage gay dans les années 2000. Alors, la logique qui me semble à l'œuvre justement désormais dans ce qui est une rupture pour moi dans la démarche du mouvement gay, c'est une demande au fond, on pourrait dire, d'inclusion. C'est une démarche inclusive qui fait qu'il y a une sorte de demande de reconnaissance de la part des gays et lesbiennes. Il y a une demande de reconnaissance et d'une certaine manière une volonté d'être inclus dans la société, mais je pourrais même dire dans la société telle qu'elle est. Puisqu'au fond, il s'agit d'utiliser une institution, le mariage, qui existe dans une société hétéronormée. Donc à partir de là, les homosexuels, au fond, demandent à s'intégrer dans une société
pour laquelle le mariage a été pensé, évidemment, pour un cadre hétérosexuel, quoi. Donc les gays acceptent au fond de se placer dans ce cadre-là, comme si au fond le mariage valait lui-même comme une forme d'universel, en droit au moins, quoi, auquel on devait accéder si l'on voulait effectivement obtenir une forme de liberté, et donc comme si le mariage en lui-même était une chose désirable, quoi, une chose désirable. Donc c'est ça que j'essaye de contester, en opérant une distinction entre droit négatif, si l'on veut, et ce qu'on pourrait appeler un droit prescriptif. Droit négatif, ça signifie simplement un droit qui serait, si vous voulez, un droit comme on pouvait justement considérer qu'il était, comment dire, quand on demande par exemple l'interdiction, non, plutôt la suppression de l'interdiction des relations entre personnes de même sexe, par exemple, là, c'est effectivement une forme de rapport négatif au droit. On demande au fond de supprimer un interdit. C'est par exemple l'article 175 dans le code pénal allemand qui a été donc supprimé il n'y a pas si longtemps que cela. Et là, c'est effectivement un interdit dont on demande la suppression, ce qui ouvre donc effectivement sur une forme de liberté avec des formes de liberté à inventer, un espace de liberté qui s'ouvre pour inventer des pratiques, et ces pratiques-là sont les moyens justement d'une forme de libération. Dans le cas du mariage homosexuel, il en va tout autrement. Ce n'est pas la cessation finalement d'un interdit qui est demandée, c'est au fond l'accession à quelque chose comme une institution déjà existante, et on demande dans ce cas-là, en tant que gay, à avoir soi-même sa place au sein de cette institution. Donc là, il y a quelque chose de très différent, une institution avec tout ce que cela implique, c'est-à-dire au fond des formes d'existence déjà, préemptées, pourrait-on dire, par cette forme d'institution, et ça n'est donc pas du tout l'ouverture d'un espace de liberté qui se réaliserait par des pratiques. Donc dans un cas, le premier cas pour le droit négatif, on a affaire à un espace de liberté qui est ouvert, et donc on a affaire à une liberté qui se réalise dans la pratique. Et l'autre forme de liberté serait une liberté dont on pourrait dire qu'elle est intrinsèquement juridique. C'est une liberté simplement d'égalité du simple point de vue du droit. Mais du point de vue de la liberté, on peut considérer que l'effet est nul, quoi. Dans le pire des cas, ça ne changera rien. Dans le meilleur des cas, ça ne changera rien. Dans le pire des cas, le mariage pourrait devenir une norme pour le milieu gay. Je ne vais pas développer complètement toutes les choses. J'ai quand même dit que je reviendrai sur la notion de communauté. Ça me paraît important. La notion de communauté, on peut l'envisager soit comme une communauté d'appartenance. Par exemple, on va dire la communauté gay et tous ceux communauté gay et lesbienne, par exemple, et tous ceux qui se reconnaîtraient dans une sexualité gay et ou lesbienne, vont donc s'identifier comme appartenant à cette communauté. Donc, ce serait une communauté virtuelle, pourrait-on dire, qui n'est pas réunie actuellement, mais qui existerait idéalement. Communauté d'appartenance. Et à cette communauté d'appartenance, on pourrait opposer une forme de communauté en acte ou communauté politique qui n'existe justement que dans le moment, pourrait-on dire, de l'action politique, de la revendication, de l'action politique, on pourrait le dire comme ça, Dans une manifestation, par exemple, là, il va y avoir une communauté qui va pouvoir se réaliser, une communauté politique. C'est là que la communauté existerait véritablement. Donc l'idée d'une communauté gay, indépendamment justement d'une action militante, ne me semble pas avoir grand sens. On peut parler par exemple d'une communauté gay au temps du sida en particulier, parce que là justement il y avait une lutte à mener qui fait que certaines pratiques qui ont été menées conjointement justement par un certain nombre de personnes qui effectivement là ont donné une consistance, pourrait-on dire, à la communauté gay. Mais sinon elle n'a pas de réalité en soi, pourrait-on dire, Et cette notion de communauté gay est toujours quelque chose que j'ai utilisé avec précaution, parce que ça me paraît justement une forme d'abstraction, si vous voulez, qui ne repose pas sur grand-chose. Qu'est-ce que je pourrais... J'ai prévu quand même quelques passages pour ne pas en oublier. Je sorte les lunettes. Ah oui, peut-être ça quand même. Oui, il y a deux choses encore peut-être que je peux continuer encore sur deux choses. Ouais, d'accord. Alors sur deux choses quand même. La première, ce serait peut-être... si je développe ça maintenant... peut-être pas. Donc si quand même, sur sur l'idée...
une idée qui revient souvent dans le livre, et bon, elle est développée progressivement, quoi, hein. Donc c'est pour ça que là j'hésite à la développer de manière un petit peu abrupte. Donc c'est la notion d'homosexualité qui est présentée selon deux acceptions, ou deux angles, on pourrait dire, quoi. Soit on prend une définition de l'homosexualité dont on pourrait dire qu'elle est objectiviste, quoi. Serait homosexuel, par exemple, quelqu'un qui aurait des relations avec une personne ou plusieurs personnes du même sexe que lui ou elle, quoi. Voilà, ça ce serait une définition possible de l'homosexualité. C'est une définition qu'on pourrait appeler substantielle ou substantialiste de l'homosexualité, quoi. C'est une définition possible. Et l'autre définition, donc, ce serait une définition qui précisément refuserait d'entrer dans cette définition objectiviste de l'homosexualité. Et donc, plutôt que de dire il y a l'homosexualité, on va plutôt soutenir qu'il y a, si vous voulez, de l'homosexualité. Et donc il n'y aurait pas des homosexuels localisés ici ou là, etc., mais qu'il y aurait, circulant, on pourrait dire, quoi, si vous voulez, de l'homosexualité. Ce qui brouille évidemment les frontières, quoi. C'est-à-dire que si tel est le cas, l'homosexualité cesse de concerner les seuls dits gays dans le cas d'une communauté d'appartenance, si vous voulez. Dans ce cas-là, l'homosexualité devient quelque chose qui concerne l'ensemble de la société. Et c'est ça qui me paraît intéressant, sinon il n'y aurait pas tellement lieu, je trouve, de parler des questions d'homosexualité si elles concernaient simplement les gays, quoi, ou les gays et lesbiennes, quoi. Donc si ça me semble important, c'est effectivement que ça concerne l'ensemble de la société. Et ça, donc je pourrais développer ça éventuellement s'il y a des questions tout à l'heure, mais c'est une idée que je reprends notamment à Guy Hockenheim, quoi, qui a développé cela à travers justement l'idée que, y compris, si vous voulez, les personnes qui peuvent avoir des relations objectivement hétérosexuelles, il pouvait très bien y avoir évidemment de l'homosexualité qui circulait dans ces relations-là, etc., quoi. Voilà. Donc cette conception-là de l'homosexualité qui me paraît beaucoup plus intéressante, si vous voulez. Je termine par une dernière, par un couple de notions, on pourrait dire, quoi. Pour le cas de la France, en tout cas, ce serait homonationalisme et laïcité. Alors c'est pour le cas de la France que j'ai joint la laïcité à l'homonationalisme, parce que si on prend le cas des États-Unis, l'homonationalisme est plutôt lié, on pourrait dire, à, par exemple, la guerre d'Irak. C'est-à-dire que dans la logique inclusive que j'évoquais tout à l'heure, il y a un grand nombre de mouvements gays qui ont milité finalement pour la guerre d'Irak, hein, pour la guerre des États-Unis contre l'Irak, et de cette manière-là, ils ont récolté, on pourrait dire, les fruits de cet engagement-là. Ils ont été inclus, pourrait-on dire, dans le corps de la nation, quoi. Donc là, on a la formation, pourrait-on dire, d'une de gays normalisés, pourrait-on dire, quoi, des gays normalisés qui vont être inclus au corps de la nation. Et justement, dans ce mouvement d'inclusion, comme tout mouvement d'inclusion, il crée en même temps un reste. Il crée justement une sorte de plèbe, hein, on pourrait dire, utilisant le mot de Foucault, un reste, oui, quelque chose qui est rejeté. Et donc, ce qui est rejeté, ça va être, par exemple, toute la partie des gays non normalisés. Dans le cas des États-Unis, ça va être, par exemple, les gays musulmans, etc., ou en tout cas identifiés comme musulmans, qui ne vont pas, justement, avoir cette caractéristique, si vous voulez, des gays normalisés. Donc, c'est pour le cas des États-Unis. Dans le cas de la France, l'homonationalisme, c'est lié tout à fait, me semble-t-il, au privilège accordé, au privilège exorbitant accordé à la notion de laïcité toutes ces dernières années, quoi. Et c'est pour ça, quand je parlais tout à l'heure d'un mouvement des homosexuels, du mouvement homosexuel ou des mouvements homosexuels vers la droite, ça ne concerne évidemment pas que la droite d'un point de vue politique, quoi. C'est aussi évidemment la gauche institutionnelle qui a connu évidemment cette dérive droitière, pensons à Valls, hein, et avec son usage de la laïcité, etc., évidemment. Donc de ce point de vue-là, les gays eux-mêmes, qui vont parfois embrayer sur le discours de Marine Le Pen sur la laïcité, mais parfois sur celui de Valls, etc., eux-mêmes, justement, vont considérer que, en effet, le discours républicaniste est un discours qui les protège, quoi, un discours à la Flourest, etc., qui les protège parce que, effectivement, il y aurait un danger. Regardez, effectivement, les pays dans lesquels les gays sont, enfermés, etc., les gays sont maltraités. Donc, protégeons-nous effectivement de ces pays-là et mettons-nous finalement à l'abri dans le giron de la nation, etc. Donc, voilà, encore une fois, un fonctionnement de l'homonationalisme, plutôt une mise en place de l'homonationalisme particulier en France qui diffère, si vous voulez, de sa genèse aux États-Unis, mais qui, au fond, me semble correspondre à quelque chose de fondamentalement comparable, quoi. Est-ce que quelqu'un a une question ? Alors, tu parlais juste avant d'Hockenheim, c'est quelqu'un qui revient beaucoup, qui est cité
à de nombreuses reprises dans le livre. Et il y a une expression que tu prends de lui et que je trouve assez marquante. Est-ce que tu peux l'expliquer un peu? C'est au moment où tu dis « semble venu le temps de l'homosexualité blanche ». Merci. Oui, alors donc parmi les auteurs effectivement auxquels je me réfère, donc il y a Guy Hockenghem effectivement qui occupe une place centrale. On pourrait dire qu'il y a aussi Pasolini qui revient fréquemment, Foucault, et pour la conception, on pourrait dire du mouvement émancipateur, il y a Benjamin qui est présent aussi en arrière-fond. Alors, pour la notion d'homosexualité blanche, donc Hockenghem l'utilisait en précisant bien justement homosexualité blanche avec tous les harmoniques justement du mot, quoi. Ça veut dire homosexualité blanche opposée à une homosexualité par exemple avec des Arabes, il parle des Arabes ou des Noirs, etc. Donc une homosexualité blanche dans le sens de la blancheur de peau, quoi. Il y avait cela. Il y avait également l'homosexualité blanche entendue comme une homosexualité du jour contre une homosexualité de la nuit, un peu plus risquée, les dragues nocturnes, etc., quoi. Donc la drague plus balisée de l'après-midi, de la journée, si vous voulez, quoi, dans des lieux éventuellement balisés, alors que la drague nocturne était une drague beaucoup plus aventureuse, si vous voulez. Et donc c'était l'homosexualité qui avait, la forme d'homosexualité qui avait en tout cas la préférence chez Guy Hockenghem. Il avait fait un livre avec, je crois que c'est Jean-Louis Bourri. Il avait fait un livre avec Jean-Louis Bourri. Comment nous appelez-vous déjà? Où ils opposent justement leurs deux conceptions, quoi. Et donc la conception d'une homosexualité blanche, ce serait précisément aussi, alors outre ces aspects un peu superficiels que j'ai évoqués, c'est fondamentalement l'idée d'une homosexualité qui serait justement pour le coup substantielle ou substantialiste, quoi. C'est-à-dire que l'homosexualité blanche est envisagée justement comme une homosexualité qui se définit, pourrait-on dire, simplement à travers le sexe des partenaires. Donc on arrive à une différence par rapport à l'hétérosexualité qui est tout à fait minime, quoi. La seule différence, finalement, serait une différence de sexe du partenaire. Alors que si on passe justement outre cette homosexualité blanche vers une sexualité qui intéressait davantage Hockenghem, là pour le coup, la différence dans le sexe du partenaire entre homosexualité et hétérosexualité, cette petite différence, si vous voulez, est intéressante parce qu'elle est l'occasion de la mise en place de formes d'existence, si vous voulez, inédites éventuellement. Ça nous amène les individus à inventer précisément, quoi. Alors que, si vous voulez, si on considère l'homosexualité simplement comme une différence dans le sexe des partenaires, il n'est pas étonnant dans ce cas-là que viendra un temps justement où la revendication qui apparaîtra sera celle du mariage, effectivement, le mariage gay, où la seule chose qui diffère vis-à-vis du mariage hétérosexuel serait effectivement le sexe des contractants, quoi. C'est la seule chose. Et donc, d'une certaine manière, il y a une continuité, pourrait-on dire, entre homosexualité blanche et hétérosexualité. Et donc, l'homosexualité perd tout intérêt pour Hockenghem quand elle est blanche. Alors, pour rester sur cette notion de blancheur, clarté, tout ça, pour toi, tu évoques dans le livre qu'il y a la question de la transparence et la logique du coming out généralisé que toi, tu juges un peu dangereuse. Est-ce que tu peux l'expliquer? Alors oui, sur le coming out, évidemment, c'est mon jugement évidemment pas, uniforme, quoi. Évidemment que le coming out, la possibilité de dire sa sexualité, etc., c'est effectivement quelque chose qui peut avoir un intérêt psychologiquement, etc. Effectivement, pouvoir assumer sa sexualité. Je vais pas aller contre ça, évidemment. C'est des évidences que je prends pas toujours le temps de rappeler dans le livre. Je le fais en passant, mais pour moi, c'est quelque chose qui va de soi, et c'est la raison pour laquelle j'y insiste pas particulièrement. En revanche, me paraît dangereuse la tendance actuelle, justement, à inciter fortement au coming out, au point que ne pas faire ce coming out, ce serait de certaine manière ne pas assumer sa sexualité, ce serait avoir honte de ce que l'on est, etc. Et on est rejeté, pourrait-on dire, lorsque le coming out n'est pas effectué, du côté finalement de ceux qui cacheraient leur sexualité, alors qu'il s'agirait au fond de la dire. On voit bien évidemment en quoi ça peut être gênant, c'est-à-dire que d'une part, il s'agit, là, dans ce cas, si on fait ce coming out, on va énoncer éventuellement une forme de sexualité, mais est-ce que notre forme de sexualité est aussi simple que cela, et qu'est-ce que les autres vont entendre quand on va dire qu'on est homosexuel, etc. Est-ce que la chose est si simple et par ailleurs, il n'y a pas de symétrie. On n'a pas demandé aux hétérosexuels de faire leur coming out non plus, quoi. Donc là, de ce point de vue-là, il y a une sorte, évidemment, de déséquilibre qui est assez déplaisant.
Et d'une certaine manière, le coming out, c'est aussi d'une certaine façon la fin, pourrait-on dire, d'une homosexualité, on pourrait dire, d'une certaine façon, un peu clandestine. C'est-à-dire qu'il ne se vit pas au grand jour, non pas qu'elle ne s'assume pas, mais parce qu'elle juge justement que les choses les plus intéressantes ne se passent peut-être pas au grand jour. Et donc le coming out, c'est aussi ce qui, encore une fois, aboutit à une sorte de continuité, pourrait-on dire, entre une existence, par exemple, hétérosexuelle avec mariage et publicité autour du mariage, etc., et une existence homosexuelle. Et on voit comment, par exemple, le coming out est le passage obligé, plutôt la condition nécessaire pour que le mariage puisse avoir un sens. Dans les sociétés où, par exemple, il est hors de question de réaliser son coming out et où les relations sexuelles se vivent, évidemment, d'une manière cachée, c'est-à-dire il faut absolument faire en sorte que la société n'en sache rien, il est évident que là, le mariage est absolument une chose impensable, Et en même temps, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui se trouve être regretté. Par exemple, donc, j'enseigne effectivement à Mayotte. Là-bas, il ne s'agit pas, évidemment, de vivre quelque chose comme une forme d'homosexualité au grand jour, etc. Ça serait complètement déplacé. Ça ne passerait pas, si vous voulez. Ça ne passerait pas. Il pourrait y avoir éventuellement 2 métropolitains ou 3. Il y a peut-être eu même un mariage entre métropolitains. Éventuellement, ça a peut-être eu lieu, je crois, à Mayotte. Mais autrement, les formes de sexualité non hétérosexuelle se vivent, évidemment, de manière cachée. Et je dirais que cette manière de vivre cette sexualité de façon cachée n'est pas nécessairement quelque chose qui doit être jugé de manière uniforme comme strictement négative. Il y a également, je dirais, un certain nombre de bénéfices aussi à vivre les choses d'une manière un peu clandestine, dans le sens où, par exemple, j'en parle dans le livre, j'ai donné un parallèle. Vous avez par exemple des plages qui sont des plages naturistes. Je pense en particulier à une certaine plage en Bretagne. Enfin, je n'ai pas donné de nom de plage, mais cette grande plage avec des dunes. Donc cette grande plage, elle était... non, c'est pas celle-là, c'est une autre. Donc cette plage en question, elle était effectivement une plage fréquentée par un grand nombre de gays. Il y avait effectivement de la drague homosexuelle qui se faisait sur place. Les pouvoirs publics ont décidé à un moment d'aménager la plage, de l'identifier comme plage naturiste, alors qu'avant les choses étaient floues, on ne voyait pas bien où elle commençait, pas bien où elle finissait. Et en gros, il y avait une sorte de tolérance, les choses se faisaient sans être explicitées. Et donc là, il a suffi que le début et la fin de la plage soient énoncés comme naturistes pour que les gays désertent effectivement cette plage-là et aillent se réfugier ailleurs. Donc là, un éclairage trop cru, finalement, également, fait perdre un certain plaisir, qui est le plaisir, justement, peut-être, d'une forme de clandestinité. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait revenir à une époque antérieure à celle de la possibilité même de faire son coming out. Je dis simplement que le coming out étant une chose, au moins dans nos sociétés acquises, est-ce que le coming out est en soi quelque chose qu'il faille absolument universaliser et qui, en soi, est un bien absolu, Parce que dans tous les cas, effectivement, ça n'apporte que du positif. C'est une question, moi, que je pose. Est-ce que tu pourrais revenir sur la notion que tu développes aussi, en citant Pasolini plusieurs fois, de la tolérance ? Ouais. Tu cites, de mémoire, c'est par rapport à Cocteau, il est intolérable d'être toléré, et aussi par rapport au fait qu'il préfère être condamné injustement que d'être toléré. Voilà. Oui, effectivement. Je reprends la condamnation, enfin la critique que Pasolini fait de la tolérance. Oui, il prend appui sur le livre de Cocteau, le livre blanc de Cocteau, où il dit justement que si le personnage se suicide, c'est parce qu'il avait justement compris qu'il était intolérable d'être seulement toléré ou quelque chose comme ça, Voilà. Donc effectivement, il y a une critique de la tolérance, parce qu'au fond, la tolérance, c'est une sorte, on pourrait dire, déjà d'indifférence. La tolérance, c'est pas une acceptation franche et massive, La tolérance, être toléré simplement, c'est quelque chose qui est assez faible finalement du point de vue des sentiments. Être toléré simplement, c'est une forme au fond d'indifférence qu'on entretient avec vous.
après tout, il peut faire ce qu'il veut, etc. Donc cette indifférence-là, d'une certaine façon, c'est quelque chose qui est pire, j'ai envie de dire, que le fait éventuellement de choquer, de révolter quelqu'un. Au moins, la personne en face réagit, quoi. Vous ne lui êtes pas tout à fait indifférent. Et dans le souhait, par exemple, des homosexuels de vouloir se marier, d'accéder à la possibilité de se marier, il y a justement la demande d'une sorte de droit à l'indifférence, quoi, hein, une sorte de volonté de ne pas se différencier, etc. D'entrer finalement dans le paysage, quoi, hein. Et ça, c'est évidemment quelque chose que Pasolini rejetait, mais on peut dire que c'est effectivement une valeur assez faible que la valeur de tolérance, qui est une valeur au fond qui domine très largement notre société actuellement, quoi, hein, à tel point que tout semble pouvoir être toléré, mais tout étant susceptible d'être toléré ou tolérable, tout perd d'une certaine manière aussi en valeur, quoi, hein. Tout devient finalement de peu d'importance, finalement, tout semble s'équivaloir. Il n'y a guère aujourd'hui que les histoires de laïcité et d'islam, où là, effectivement, la question de la tolérance là, ne franchit pas le seuil. Là, on reste sur quelque chose qui ne passe pas. Mis à part cela, on a une forme d'équivalence, finalement, de tout, à peu près. Et cette société liquide, finalement, pourrait-on dire, quoi, hein, est une société où, d'une certaine façon, on a affaire à une époque strictement, on pourrait dire, nihiliste, hein, pour reprendre un mot de Nietzsche, c'est-à-dire, au fond, les valeurs en viennent à s'équivaloir. C'est pas une tautologie. Je voulais savoir, en fait, tu abordes à un moment donné dans le bouquin la question du nom. Tu dis que les mots, les noms sont importants. Déjà une distinction que tu fais entre gay et homosexuel, mais aujourd'hui il y a aussi un autre mot qui marche beaucoup dans les groupes dits radicaux, c'est celui de queer. Je voulais savoir, toi, quel regard tu avais là-dessus. Merci. Oui, effectivement, c'est une question importante. Alors donc le terme d'homosexuel, effectivement, on peut remonter, quoi, hein, au XIXe siècle, un mot d'origine médicale, etc. Donc le mot lui-même, les homosexuels ont voulu progressivement s'en débarrasser, puisqu'au fond c'était une forme d'identité subie, quoi, hein, une étiquette qu'on vous colle dessus par le milieu médical. Donc ils ont voulu s'en débarrasser, et le terme finalement qui a fini par le remplacer, ça a été le terme gay, effectivement. Le terme gay, dont parle en particulier Foucault. Et donc au moment où le terme gay est né, effectivement, c'était quelque chose d'assez intéressant, parce que Foucault disait, par exemple, on n'a pas à être gay, mais on a à s'acharner à être gay, quoi. Autrement dit, comme si être gay n'était pas un état, mais au fond quelque chose que l'on devait confirmer à tout moment, quoi, hein, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas un état stable. Donc je dis ça parce que à cette époque-là, le terme gay contenait quelque chose que le terme queer essaiera après de récupérer, justement. Parce que le temps passant, le terme gay est devenu d'une certaine manière une façon polissée, quoi, hein, d'énoncer les choses, où homosexualité, il y avait le mot sexe qui intervenait, gay, ça n'intervient plus. Donc à partir de là, il y avait une sorte d'acceptabilité plus forte du terme gay, qui devenait une forme finalement de terme qui rendait possible une forme de socialité plus grande, on pourrait dire, quoi. En gros, c'était le terme qui effectivement passait mieux, puisqu'il était beaucoup moins connoté du point de vue de la sexualité. Donc on pouvait parler d'une socialité gay, si vous voulez, on pourrait parler comme cela, quoi. Donc on effaçait un petit peu le côté sexuel. Et c'est cet effacement du côté sexuel, justement, qui fait qu'il y a eu effectivement une réaction, encore une fois, et là le terme queer a semblé justement beaucoup plus intéressant, parce que pour le coup, il remettait du jeu, on pourrait dire, quoi, hein, dans les identités, parce que le terme queer lui-même, alors bon, parfois il est utilisé de manière plus ou moins rigoureuse, quoi, hein, mais le terme queer, ou la théorie queer, si on va plus loin encore, c'est effectivement une théorie qui rejoint en partie, mais il faudrait faire tout un travail sur ça, quoi, hein, en partie ce que je disais tout à l'heure sur l'homosexualité à partir de Cunningham, quoi, hein. C'est-à-dire que pour la théorie queer, d'une certaine manière, ce qui est à remettre en question déjà, c'est le sexe des individus, quoi, hein. On va parler des dits hommes, enfin bref, vous savez, des ITS, quoi, voilà, des dits hommes, des dites femmes, et on ne va pas considérer qu'il y a substantiellement des hommes et des femmes. Déjà, on va commencer à
remettre en question, si vous voulez, cette division ou cette différence des sexes. On va commencer par la remettre en question. Mais vous voyez bien que si on remet en question cette différence-là, évidemment que les formes d'orientation sexuelle elles-mêmes redeviennent compliquées. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'homosexualité? Si l'homosexualité est définie d'une manière substantialiste comme des individus de même sexe qui ont des rapports sexuels entre eux, là, évidemment, ça ne marche pas. Puisque si chacun est remis en question dans son identité sexuelle, dans ce cas-là, on voit bien qu'on a affaire à un brouillage complet. Donc, de ce point de vue-là, c'est ça qui m'intéresse, moi, dans le terme queer, quoi, hein, et les théories qui sont derrière, c'est qu'on retrouve quelque chose, justement, du mouvement dans les catégories, si vous voulez, qui intéressait en particulier Ockenghem, quoi, hein. Quand Ockenghem ne voulait pas, justement, d'une homosexualité définie sur des bases objectivistes, il y avait déjà chez lui une tentation queer, pourrait-on dire, hein, même si c'est anachronique, il y avait cette tentation queer, justement, de remettre du jeu. Quand il dit il y a de l'homosexualité qui circule, effectivement, c'est cela, il y a en effet du brouillage, pourrait-on dire, dans les identités de sexe ou de genre, il y a du brouillage dans les identités, dans les orientations, pardon, dans les orientations sexuelles, par conséquence, pourrait-on dire, quoi, hein. Voilà. Ça répond à votre question, Geoffrey ? Alors juste avant, tu parlais du droit à l'indifférence, et là on parlait un peu des identités, et en fait je voudrais juste, si tu me permets, citer un court passage, c'est pas une question mais c'est une citation, c'est parce que je trouve la phrase limpide, c'est dans l'introduction je crois, et donc c'est le moment où tu développes l'idée que le droit à l'indifférence se paie au prix d'une homogénéisation sociale, pardon. Donc, il s'agirait donc de faire en sorte que les vies gays deviennent homogènes aux formes d'existence dominantes dans nos sociétés hétérocentrées, ce qui ne signifie rien d'autre pour les homosexuels qu'un reniement. Je ne veux pas dire qu'il existe une essence gay qu'il s'agirait de préserver, aucunement. C'est bien au contraire le devenir mineur de l'homosexualité, sa fuite hors de toute rigidification identitaire, qui se trouve mise à mal à travers ce mouvement de normalisation. Voilà. Tu as parlé tout à l'heure un peu du lien avec les homosexuels avec le reste de la société. Tu disais à un moment donné dans le livre, tu développes l'idée que cette normalisation, en fait, justement, n'est pas sans effet sur le reste de la société. Tu parles notamment de la famille. Est-ce que tu peux un peu développer ça ? Oui. En gros, oui, ce que je voulais dire finalement, c'est que la revendication d'un mariage gay, donc fait que ce qui jusqu'ici était, on pourrait dire, une forme d'invention propre aux expériences, on pourrait dire, homosexuelles, c'est-à-dire, encore une fois, je répète ce que je disais tout à l'heure, quoi, hein, d'une petite différence, savoir une différence de sexe dans les partenaires, il en résultait finalement des différences plus importantes dans les formes d'existence, etc., quoi, hein. Donc, ce qui se produit aujourd'hui, si on a affaire, en effet, à une forme de volonté inclusive, quoi, de la part des homosexuels, être inclus dans une société et dans la société telle qu'elle est, évidemment, de ce point de vue-là, la forme de sexualité homosexuelle devient beaucoup moins intéressante. Elle ne crée plus finalement de nouvelles formes, elle va au contraire s'inscrire dans des formes déjà existantes. Autrement dit, il ne s'agit plus, et là je reprendrai quelque chose de Foucault, quoi, hein. Foucault parle de l'institution, et il dit au fond que si... c'est là qu'il parle d'un droit négatif d'ailleurs. Lorsque Foucault dit justement à propos de l'institution, d'une certaine manière, c'est ce qui existe avant un certain nombre de pratiques, c'est ce qui donne finalement, qui va inclure un certain nombre de pratiques en son sein. Et ce qui était intéressant, dit-il, avec l'homosexualité, c'est qu'on a eu affaire à des formes finalement d'existence qui ont pu se développer indépendamment de tout mode d'institutionnalisation, quoi, hein. Donc si il y a à un moment ou à un autre une demande d'institutionnalisation du rapport ou des rapports homosexuels, ce contre quoi Foucault n'est pas, quoi, hein. Il peut bien y avoir une forme d'institution, simplement, dit-il, il s'agirait d'envisager dans ce cas une forme d'institution qui épouserait, pourrait-on dire, quoi, hein, les formes d'existence novatrices, souples, mouvantes, quoi, hein, qui sont celles de la société. Dans ce cas-là, l'institution elle-même perdrait son caractère, de rigidification,
rigidification des formes d'existence. Ce sont les formes d'existence en leur multiplicité, en leur mouvance, qui au fond essaieraient d'être accompagnées par une démarche institutionnelle qui essaierait au fond de chapeauter, pourrait-on dire, quoi, à un moment, des pratiques diverses. Quoi. Je ne sais pas si je suis très clair. Si ? Ça va à peu près ? Ta question, j'ai répondu ou pas ? Ouais, j'ai un peu oublié. Justement, c'est pour rebondir sur ce que vous disiez, au début du livre, vous faites un historique des contrats qui ont été possiblement imaginés, etc. Et ça, moi, j'ai été surpris qu'il y avait un projet de contrat où vous pouvez contracter avec son frère, son cousin. Je trouvais ça vachement plus politique et pas dangereux, c'est pas dangereux, mais justement qui défaisait cette institution. Je ne sais pas si vous pouvez en parler un peu. Si, complètement, oui. C'est-à-dire, parmi les différents projets qui ont devancé ce qui allait devenir le PACS, il y avait effectivement une proposition qui avait été faite, qui était celle d'union, notamment à l'intérieur de fratries, donc des frères et sœurs qui pouvaient en effet s'unir par un PACS, enfin par un PACS qui s'appelait le CUC à ce moment-là, mais voilà, ça aurait été une possibilité. Et ce qui était effectivement intéressant, parce que pour le coup, on avait affaire à une forme d'institutionnalisation d'un certain lien, mais en même temps sans qu'aucune forme finalement ne soit déjà donnée. Quels sont les rapports entre les frères et sœurs, etc. On n'en sait strictement rien. Alors qu'effectivement, si on prend la forme du mariage, il y a on envisage un rapport sexuel, même de fidélité éventuellement au moins affirmé. Il y a tout cela. Donc il y a déjà un certain nombre de choses qui sont fixées, figées. Alors que là, on avait affaire à quelque chose d'intéressant. Évidemment, on peut comprendre en même temps que les gays se soient opposés à cela, les gays et lesbiennes se soient opposés à cela, parce qu'il y avait en même temps dans ce projet-là une volonté, on peut l'imaginer, en tout cas de la part du gouvernement socialiste, des députés socialistes qui préparaient le projet de loi, on peut l'envisager de gommer, on pourrait dire finalement, la question homosexuelle et donc de ne pas institutionnaliser l'homosexualité. Et ça, c'est ce qui a déplu fortement un certain nombre d'homosexuels. Mais en même temps, effectivement, c'est une virtualité qui était intéressante, qui a été perdue du coup. Et voilà, là on retrouverait même, je trouve, quelque chose que j'évoquais tout à l'heure, sur la notion de clandestinité, ne pas trop savoir ce qui se passe à l'intérieur d'une institution, c'est intéressant. Foucault évoque, il remonte évidemment à l'Antiquité romaine, et il évoque le cas de ceux qu'on appelait des amis. Il dit ils vivaient ensemble, ils vivaient ensemble, en tout cas ils se retrouvaient, etc. On ne savait pas du tout ce qu'ils faisaient ensemble. Probablement peut-être n'avaient-ils pas de relations sexuelles, ou ils en avaient, ou oui ou non. On n'en sait strictement rien, mais en tout cas il y avait effectivement des formes rigidifiées, oui, c'est relativement strict. Enfin, en tout cas, il y avait des formes d'institutions pour encadrer cela, et on ne savait pas véritablement ce qui se passait à l'intérieur, justement, de cette institution. Ça ne veut évidemment pas dire qu'on sache très bien ce qui se passe à l'intérieur des couples, mais au moins, en tout cas, il y a un présupposé de l'institution mariage qui, effectivement, est celle de relations sexuelles entre les contractants. Et autre chose, par ailleurs, on aurait pu également, à travers cette notion, justement, de CUC ouvert aux fratries, dépasser également la forme du couple. On pouvait également passer à 3, 4, etc. Voilà. Et donc là, c'était une autre manière intéressante de faire voler en éclats la notion de couple dont je parle aussi dans le livre. C'est-à-dire que c'est une autre chose que l'on reprend en réclamant le mariage gay, c'est également la dualité des partenaires. Voilà. Donc là, une forme de sexualité plus accueillante, donc du coup, ont tendance à disparaître avec cette forme-là. Il y a une chose qui m'a frappé en lisant votre livre. Vous utilisez à 2 reprises le mot de génocide pour décrire les effets délétères, selon vous, le mariage pour tous a entraîné. Et vous parlez de la normalisation comme volonté, comme objectif, comme moteur. Il y a une chose quand même qui est très surprenante, c'est que l'origine de la revendication des homosexuels et des lesbiennes sur le mariage avant le PACS, c'est le sida, c'est la mort. C'est pas du tout une volonté de normalisation. Ce sont des gens qui ont souffert. Ce sont des gens qui, comme je l'ai fait, allaient dans les appartements de ceux qui venaient de mourir pour les vider, pour pas que les parents retrouvent les revues, même les objets sexuels. C'est
c'est le fait d'aller à répétition au Père-Lachaise. Et ça, c'est traité en 2 lignes. 2 lignes. Vous dites à un moment donné que c'est vrai qu'il faut reconnaître que le PACS a pu résoudre certains problèmes liés notamment au logement. Et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre. La deuxième réflexion, c'est que précisément cette discrimination qui se poursuivait dans la mort, c'est précisément, alors, est-ce un hasard, est-ce un choix, c'est à travers 2 affaires qui étaient liées au décès de la personne avec qui ils avaient passé leur vie, qui ont donné lieu à la généralisation du mariage des couples de même sexe aux États-Unis. L'affaire Windsor, une affaire d'une dame qui s'était mariée au Canada. Et comme le mariage n'était pas reconnu, elle a dû se battre parce que l'État voulait lui prendre en droit de succession la totalité de ce qu'elle avait construit comme patrimoine avec son épouse. Et dans l'autre cas, c'était Jim Obergefell, c'était un homme qui était marié, qui a partagé la vie pendant 30 ans de son partenaire et qui était atteint d'une maladie dégénérative. Ils se sont mariés dans un État qui l'autorisait. Il est mort 8 mois après, et la réglementation de l'État de l'Ohio interdisait qu'il soit enterré dans le cimetière de son mari parce que le mariage n'était pas valide. Donc, je trouve qu'il y a un pan entier, et même probablement le plus important qui manque, c'est effectivement, ça n'était pas un combat pour la normalisation, c'était un combat pour la survie. Et c'est une chose totalement différente. Alors, d'abord, merci pour votre question. Le génocide, je reviens simplement sur le mot, après ça, pour aller à l'essentiel. Le génocide, c'est le terme que je reprends de Pasolini, qui parlait effectivement d'un génocide à propos des cultures populaires qui avaient été éradiquées à travers le néo-capitalisme, etc. quoi. Donc là, en l'occurrence, si vous voulez, comme je reprenais l'idée de Pasolini, avec en effet les vainqueurs qui, sans fin, massacrent les vaincus, etc., là, je retrouvais la même idée, si vous voulez, selon laquelle le sens de l'histoire voudrait finalement que, à nouveau, les vainqueurs écrasent les faibles, les vaincus, etc. Et donc, je retrouvais cette notion de génocide que j'avais trouvée chez Pasolini dans un autre contexte, quoi. Voilà, c'était pour ça que je l'ai utilisé, quoi. Alors, pour ce que vous dites, oui, effectivement, vous avez raison. Le PACS lui-même, si je n'ai pas insisté d'ailleurs dans le livre, si je l'ai dit très rapidement, effectivement, en quoi ça pouvait résoudre un certain nombre de problèmes, le PACS, etc., c'est que, pour moi, effectivement, cette institutionnalisation qui avait lieu avec le PACS répondait à des problèmes qui étaient d'un tout autre registre, justement, que celui de la normalisation. Ça, vous avez tout à fait raison, précisément. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas particulièrement insisté sur cette question-là, puisque moi, ce qui m'intéressait, c'était la composante, si vous voulez, à l'intérieur justement de la revendication pour un mariage gay, qui était justement, qui relevait bien davantage, me semble-t-il, justement, d'une volonté de normalisation. Je ne dis pas qu'elle définit totalement la demande en question, mais je pense que, concernant le cas de la France en tout cas, concernant le cas de la France, la demande du PACS lui-même, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas insisté tellement sur cela, la demande du PACS était tout à fait liée effectivement aux questions justement du sida et de la question du survivant. Tout à fait liée, bien évidemment. Mais là, en revanche, je ne pense pas que le lien avec le mariage, dans le cas de la France, soit là, pour le coup, lié directement au sida, quoi. C'est plutôt le fait que le PACS a du coup été une forme d'institutionnalisation de la relation homosexuelle, dont on comprenait bien qu'elle pouvait déboucher facilement sur une forme de mariage, quoi, effectivement. Mais j'ai envie de dire que là, quand la demande d'un mariage s'est faite, je ne pense pas qu'elle était encore dans la logique initiale qui a pu faire que la demande, si vous voulez, d'institutionnalisation de la relation homosexuelle était liée aux conséquences, si vous voulez, tragiques liées à l'épidémie de sida. Moi, j'ai fait une rupture entre les deux. Dans votre livre, vous ne la faites pas tant que ça. Sur le PACS, pour vous, il y a qui est déjà la matrice du mariage, et sur quoi vous avez tout à fait raison. Mais encore une fois, j'aimerais bien que vous m'expliquiez où vous voyez le changement de paradigme et le fait, ou l'ensemble de faits qui font qu'il y a une discontinuité entre la revendication du mariage et celle du PACS. En réalité,
ce qui s'est passé, c'est que les années 80 et la première moitié des années 90 ont été pour le coup un génocide pour la communauté gay, et que la revendication qui permettait de préserver le peu qui pouvait être préservé, c'est-à-dire éventuellement le patrimoine, le logement de celui qui allait survivre, peut-être pas pour longtemps d'ailleurs, c'était de trouver une forme rapidement qui permettait de s'insérer dans les schémas. Il est tout à fait légitime de contester les schémas et de dire qu'on pouvait aller vers d'autres institutions plus ouvertes, plus souples, tout à fait. Mais en attendant, les gens mouraient. Voilà, c'est une réalité. Et donc, effectivement, le Pacs a répondu en partie à ça, et il a enclenché une logique qui s'est achevée avec le mariage. Enfin, qui ne s'est pas achevée parce qu'il y a d'autres étapes. Mais je ne pense pas, très honnêtement, que ce soit une revendication de normalisation. C'est une revendication de survie. C'est ce que j'ai essayé de dire dans ma réponse, quoi. C'est-à-dire que ce que j'ai essayé de dire dans ma réponse, effectivement, la demande du Pacs initialement n'obéissait pas à une demande de normalisation. Cela dit, la forme même prise par le Pacs a ouvert, si vous voulez, la voie à une demande de normalisation. C'est ça que j'essaie de dire. Je ne relie pas les deux, je ne les confonds pas. Simplement, je veux dire que, de fait, il se trouve que l'instauration du Pacs a ouvert la voie au mariage, et le mariage lui-même, pour moi, obéit bien davantage justement à une demande de normalisation. Enfin, c'est comme ça que je l'analyse en tout cas. Une question. Pour rebondir sur la même question, je trouve que la question du sida, c'est une question centrale, et effectivement, il me semble que l'intervention d'avant saisit bien l'enjeu de l'époque de la revendication. La seule chose qui peut-être, je mettrai une nuance sur cette question-là, c'est toujours tout le monde est très service. Je mettrai une nuance sur cette question-là parce que si on historicise un peu les mouvements sociaux qui ont apporté cette revendication, il me semble qu'il y a une question très forte de normalisation, de cette question de la normalisation, mais il me semble qu'elle est très forte en fait. Parce qu'il y a tout un pont le problème, ce n'est pas le mariage en fait. Le problème, c'est que le mariage est devenu la seule revendication qui a été portée après les années 80 et les années 90, mais avec une raison qui était forte, la raison qui a été évoquée là, la raison du sida, et c'était exactement ça qu'il fallait faire, mais on s'est arrêté là. Mais on a dit c'est l'horizon fini où on doit s'arrêter. C'est ça qui est le problème. C'est ça parce que le mariage est devenu normalisant. Parce que ça a été la seule revendication, ça a été le seul horizon possible et la seule façon de voir une revendication LGBT ou queer. Et les mouvements, tous ont suivi cette revendication. Si on voit dans les mouvements sociaux, c'est exactement ça qui s'est passé. Ce n'est pas une question tellement de c'est bien ou c'est mal. Une revendication n'est pas bien ou mal en soi. Une revendication est bien à un certain moment, au moment où il y avait une hécatombe et que les gens ne pouvaient pas aller à l'hôpital pour aller voir son conjoint, et parce qu'on n'était pas marié, parce qu'on n'était pas passé, la revendication du mariage était non seulement juste, et parce que pour une question seulement d'égalité, mais était une question de survivance en fait, pour les gens. C'était une question de survie pour les gens. C'était même pas une question d'égalité des droits. On s'en fout de l'égalité des droits. Mais évidemment, dans les années 2000, ça change. Mais ça change pas tellement pour la revendication en soi, mais ça change parce que c'est la seule revendication qui est portée. Et c'est que ça écrase complètement toutes les revendications qui peuvent être portées, comme par exemple un droit au logement, l'arrêt des persécutions policières sur les travailleurs et les travailleuses du sexe, sur la politique des drogues, sur la politique de répression. Toutes ces revendications que le mouvement LGBT et queer devrait porter en son sein, mais comme première préoccupation, parce que c'est la majorité des PD et des lesbiennes et des trans qui subissent cette proportion d'État et l'organisation de la société aujourd'hui. Le mariage, on s'en fout, mais on s'en fout parce que maintenant, en fait, on s'en fout, on ne s'en fout pas, en fait, ça dépend. Vous voyez, ça dépend en fait. C'est pas qu'on s'en fout toujours, on ne s'en fout pas toujours.
quelque chose de bien, mais ça, on ne peut pas s'arrêter là. C'est ça la question. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que pour le mouvement du pacte, effectivement, il y avait la communauté homosexuelle, on peut en parler, puisqu'elle était effectivement combattante, réunie pour réclamer justement le pacte. Et on n'a rien trouvé d'équivalent justement pour le mariage, la revendication du mariage gay. C'est-à-dire que le mariage gay, on avait des demandes, je dirais, un peu isolées, mais il n'y avait pas de grands mouvements de masse. On ne peut pas dire du coup qu'il y a eu une expression de la communauté gay qui existait sur cela. Il y a eu en revanche des mouvements de réaction. Là, éventuellement, il y a eu mais on ne peut pas dire qu'il y a eu vraiment un mouvement de fond, je dirais, de la communauté gay, quoi, de ce point de vue-là. Oui, parce qu'il y avait déjà le Pax et qui résolvait déjà beaucoup de questions. Et effectivement, la question ce qui fait le mariage par rapport au Pax, c'est l'héritage et la conscience de réversibilité. C'est plus ou moins les deux choses qui donnent le plus le mariage par rapport au Pax. Donc, si on n'a pas d'héritage, on s'en fout. Et si on n'a pas, si on a le même pour la pension de réversibilité, ça peut être intéressant. Mais je veux dire, c'est pas tellement un truc qu'on voit comme oh là là, on va avoir plein de droits, on va avoir plein de trucs avec le mariage. Mais en même temps, j'insiste sur le fait que les associations en France LGBT, l'inter-LGBT et même ACTA à l'époque, aussi en réponse à la Manif pour tous ont été derrière la revendication du mariage. Mais c'était une question à la fois tactique, de fait de ne pas laisser passer la question de l'homophobie à la fois d'État et à la fois de la Manif pour tous. Mais c'était aussi une question qu'on avait, on a encore, à mon sens, l'horizon bouché. On n'arrive pas à penser qu'est-ce qu'on peut faire de différent ou de plus, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Parce qu'on a passé 20 ans à réclamer le mariage et on s'est arrêté là, en fait. C'est ça le problème. C'est une question d'hégémonie dans les mouvements sociaux. C'est que dans les minorités, c'est une question qui est une petite partie des gens pour lesquels vraiment le mariage est intéressant, parce qu'il y a une partie de gens pour lesquels le mariage est vraiment intéressant, même matériellement pardon, mais pour la grande partie des transpédiguines ou des queers qui n'arrivent même pas à la fin du mois, je me demande comment on peut être attiré par le mariage, sauf sur une question symbolique. C'est pour ça justement tout à l'heure que je parlais du Pax qui était soutenu par une communauté politique gay, et c'est pas le cas du mariage gay, mis à part effectivement le moment où ils se sont engagés parce que on ne pouvait pas justement laisser la rue aux intégristes, etc. Évidemment. Mais en même temps, du coup, comme il n'y a pas eu cette communauté gay qui était là pour réclamer quelque chose concernant le mariage, du coup là on a affaire à des revendications beaucoup plus corporatistes et égoïstes, si l'on veut, quoi, dans un mouvement effectivement de communautés comme la demande par exemple du Pax, quoi. Là on a affaire dans ces mouvements justement où une communauté existe véritablement, chacun dépasse justement ses propres intérêts, quoi. C'est ça qui est intéressant dans les mouvements justement, quand une revendication, si vous voulez, s'enracine dans un mouvement qui est celui d'une communauté. On peut penser à des révolutions, la révolution iranienne par exemple, hein, si on veut remonter à 78, la révolution iranienne, il y avait des gens qui apparemment n'avaient pas un grand intérêt à réclamer un gouvernement islamique, qui pourtant se sont retrouvés dans la rue, des pilotes de ligne qui gagnaient bien leur vie sous le Shah, etc., qui auraient très bien pu continuer à vivre sous ce régime du Shah, et qui pourtant se sont retrouvés dans la rue, effectivement, à Téhéran, en réclamant un gouvernement islamique. Donc là, ça veut dire que dans un mouvement, justement, d'une communauté, là, le peuple de Téhéran était dans les rues, là, chacun dépasse, justement, son intérêt propre. Et c'est ça qui me paraît intéressant, où on dépasse, justement, l'égoïsme, qui est ce qui revient quand on a affaire à des revendications qui sont déconnectées de toute communauté politique, me semble-t-il. Enfin, moi c'est une remarque, parce que j'ai l'impression en fait que ce qui est problématique, enfin, je vais poser la question, qu'est-ce qui est problématique? Est-ce que c'est la volonté, quand bien même, moi je vais essayer de faire quelque part un peu l'avocat du diable et en même temps défendre votre propos, en fait, voilà. D'un côté, en fait, ce qui est problématique, c'est la logique de normalisation,
ou est-ce que ce sont certains effets extrêmement négatifs qu'il faut combattre, comme un glissement effectivement de la communauté homosexuelle, qui est un glissement raciste en fait. Enfin, voilà. Et donc ce glissement islamophobe. Moi ça me gêne pas en fait. La logique de normalisation. Enfin, je veux dire, on est, puisque moi je fais partie de cette communauté, aujourd'hui, être gay en 2017, c'est pas facile. Hein. Moi j'estime que moi je le vois, enfin, je viens d'intégrer un nouveau boulot, mon patron il est homophobe, je ne veux pas dire que je suis comme ça ou comme ça, alors que mes collègues si, etc., ils peuvent dire parce qu'ils sont dans les normes dominantes. Voilà, enfin, je veux dire, sur des tas de plans dans la société au quotidien, ne pas être dans la norme hétéro, c'est quelque chose de compliqué. Et ça nous amène, malgré nous, en fait, aussi à vivre dans le mensonge. Et l'identité homosexuelle nous permet aussi, en fait, d'affirmer un droit fondamental qui est de disposer de notre corps comme on veut, d'aimer qui on veut, de baiser comme on veut, etc. Enfin, je veux dire, voilà, c'est à ça que sert l'identité homosexuelle et le terme d'homosexuel, en fait. Enfin, voilà, il y a aussi effectivement une portée politique qui est toujours efficace aujourd'hui en 2017 dans le fait de s'affirmer PD ou dans le fait de s'affirmer homosexuel, en fait. Voilà. Et la logique de normalisation, effectivement, comme on est une communauté effectivement qui est opprimée, parce qu'on est opprimé, en fait. Enfin, voilà, on est discriminé et on n'a pas accès à tout le monde comme tout le monde. En fait. On n'a pas accès à tout comme tout le monde, en fait. Malgré, même s'il y a certains homosexuels qui pensent le contraire, mais moi je ne suis pas d'accord avec eux. Et que finalement, on subit une oppression. Et parce qu'il y a aussi une hiérarchie de normes en matière de sexualité qui existe. Et que la normalisation permet effectivement de retrouver une certaine forme d'égalité. Mais comme dans tous les combats, effectivement, que mènent les autres formes de communautés qui sont opprimées, en fait. Et voilà, c'est ça. Enfin, je veux dire, la question du mariage, en fait, c'est aussi la question de l'égalité dans la dimension là où on est le plus opprimé, en fait. Donc voilà. Donc aujourd'hui, pour moi, la question de la normalisation, à la rigueur, elle n'est pas problématique. Moi, ce qui manque dans votre discours, c'est aujourd'hui, c'est effectivement comment est-ce qu'on combat le racisme dans la communauté. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous proposez comme projet politique en termes d'émancipation quand il est question de sexualité? Et ça, je trouve que ça manque dans votre discours. Ça, vous êtes vachement dans la critique, mais en contrepartie, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose en fait. Oui. Alors, donc pour la normalisation déjà, pour moi, ce qui est problématique, ce n'est pas ce que peuvent faire les individus, etc. Moi, je ne vais jamais, dans le livre, je ne critique personne parce qu'il va se marier, parce qu'il va entrer dans... Je sais bien qu'il y a des logiques comment dire, des nécessités de reconnaissance, etc., que je comprends complètement. Je parle d'un mouvement, si vous voulez, qui est un mouvement global. C'est ça qui me pose un problème, moi. C'est la normalisation lorsqu'elle est envisagée comme un processus global des gays, si vous voulez, des mouvements gays. C'est ça qui me pose un problème. C'est pas que individuellement les uns comme les autres on s'est obligés de se débrouiller avec les moyens et qu'on bricole, etc. Chacun dans son coin, et que par moment la normalisation effectivement peut être une solution pour un moment, et on est bien content, si vous voulez, de trouver des logiques normalisatrices, si vous voulez. Effectivement, on peut dire cela. Mais ce qui me pose un problème, moi, c'est cette normalisation, justement, prise globalement. Pourquoi ? Parce que cette normalisation, et ça répond également à votre question sur le racisme, justement. C'est-à-dire que cette normalisation, elle aboutit toujours, selon cette logique, encore une fois, je pousse les choses à leur terme, quoi. Hein. C'est-à-dire que la logique est une logique d'inclusion dans la société telle qu'elle est, encore une fois, dans la société telle qu'elle est. Et donc, à partir de là, puisqu'on a affaire à une société essentiellement islamophobe, d'une certaine manière, les gays vont être d'autant mieux acceptés, si vous voulez, et intégrés, qu'eux-mêmes vont faire une profession, vont énoncer une profession de républicanisme. À partir de là, effectivement, les gays vont être absolument reçus partout, vont être effectivement... je pense en particulier à quelque chose qui a eu lieu... bon, c'est compliqué, là, je ne veux pas faire des raccourcis, hein, mais vous savez, le policier des Champs-Élysées qui avait été tué, qui était un policier gay, quoi. Donc c'est évidemment la démarche de l'État, moi, qui m'a choqué complètement. C'est-à-dire qu'on avait affaire là à des obsèques nationales qui étaient faites à ce policier-là,
Ce qui aurait pu se comprendre, mais j'ai vaguement eu tendance à penser que là, c'est une forme de cynisme d'État de la part de Hollande, quoi. C'est-à-dire qu'il avait affaire à un policier gay qui avait été tué. On envisageait, en tout cas, je ne sais pas s'il a été confirmé ou pas, quoi, mais par quelqu'un qui aurait été peut-être un tueur lié avec Daesh, etc. Je crois que ça a été démenti d'ailleurs, mais pendant un moment au moins, ça avait été évoqué. Donc là, je dirais que l'aubaine était trop belle pour Hollande, du coup, de réconcilier, pourrait-on dire, quoi, la communauté gay avec finalement la République elle-même, intégrer les gays justement dans le corps de la nation, ce que je disais tout à l'heure, quoi, et effectuer la plus belle forme de normalisation qui soit, quoi. Et là, en même temps, le pire, c'est que ça, évidemment, ça marche, quoi. C'est quand on regarde la cérémonie, évidemment, c'est bouleversant quand on entend son conjoint parler, etc. Ça marche. Mais en même temps, je me dis que ça, c'est effectivement la logique de normalisation qui trouve justement son plein déploiement, quoi. Voilà. C'est ça qui me pose un problème. Et vous voyez en quoi ça rejoint également la question du racisme. Pour moi, normalisation et racisme, les deux vont ensemble, quoi. La normalisation aux États-Unis, elle se fait à travers justement ce reniement finalement de ce qu'étaient les mouvements gays quand ils se sont embarqués, quand ils ont été favorables à la guerre d'Irak, etc. Eux-mêmes sont entrés dans un discours complètement islamophobe, etc. Et c'est là justement qu'ils ont été inclus dans la nation, reconnus pleinement, etc. Et la pratique de normalisation poussée à l'extrême, c'est effectivement être reçu, être inclus complètement dans la nation. Et pour moi, c'est la logique qui conduit à cela. Vous voyez, c'est vers cet horizon-là, si vous voulez, que je me situe. Et c'est là que ça pose un certain nombre de problèmes. Alors, pour répondre à votre dernière suggestion sur, au-delà de la critique, en fait, qu'est-ce que l'on fait sur ça, je suis assez déceptif, je dirais. Effectivement, mon livre peut être décevant de ce point de vue-là. Je le revendiquerais presque, quoi. C'est-à-dire que, de la même manière que Foucault considérait qu'il n'avait pas, par exemple, quand il critiquait la prison, il n'avait pas à répondre à la question « qu'est-ce que vous allez mettre à la place ?» quoi. Il n'avait pas à répondre à cela. Moi, ce que j'essaie de dire simplement, c'est que, effectivement, il y a des formes d'existence à inventer, mais précisément, si elles sont à venir, je ne vais pas, moi, commencer à dire, par exemple, ceci, par exemple, cela. Non. Effectivement, ce qui doit naître, ce qui doit prendre consistance, c'est quelque chose que je ne peux pas anticiper. Évidemment, c'est une forme d'inventivité sociale qui se déploiera ou qui ne se déploiera pas, mais je me garderai bien justement de faire le moindre pronostic. Et même chose, si on envisageait une sorte si je me plaçais du point de vue politique, de la même façon, je sais effectivement ce que j'ai envie d'abattre en termes de régime, etc. Mais je me garderai bien de dire ce qu'il faudrait mettre à la place. Évidemment, ça, je me garderai complètement de cela, quoi. Aussi, je voudrais un peu aborder, peut-être faudrait dire aussi très clairement où se situe l'ordre LGBT aujourd'hui et qui représente cet ordre-là. Il y a toutes les inter-LGBT, qu'elles soient parisiennes, de métropole française, ou tout ce qui se passe ensuite dans tous les autres pays. Jean Stern a très bien montré dans Mirage Gay à Tel Aviv. Je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête, qu'aujourd'hui, quand dans une marche de fierté, il y a justement le FLAG, qui est l'association des policiers et gendarmes homosexuels, qu'il y avait dans Paris En Marche, de militants En Marche là-dedans, en fait, on est responsable de ça. On est responsable de cette dérive, pas seulement droitière, mais qui est oppressive. C'est l'oppression, tout ça. Il suffit de... Moi, je viens de Bordeaux. L'inter-LGBT bordelaise, ceux qui la tiennent, c'est des gens en fait assez infâmes, quoi. C'est assez hallucinant les propos qu'ils peuvent avoir, justement, sur le rapport au racisme, le rapport aux précaires. En fait, ils ne sont pas discours là-dessus. Ce qui marche très très bien, c'est ce bien vivre français, qui est en fait quelque chose dont on a tous besoin, parce que personne n'a envie de vivre de manière précaire, personne n'a envie d'avoir peur tout le temps, mais il faut avoir une vision d'avance, quoi. C'est pas parce qu'on va être un peu plus en sécurité dans notre travail et tout ça qu'il faut abandonner
la responsabilité politique qu'on a en dehors de notre cercle d'homo. Mais est-ce que ça, c'est une question d'embourgeoisement ou de normalisation? C'est pas la même chose. La perte de vue des horizons bancaires, la perte de vue de plein d'horizons dans un certain mouvement LGBT++, peut-être, mais après, moi, ce que je comprends pas, c'est à quel moment ce constat de la normalisation n'est pas une nostalgie qui pourrait très rapidement basculer dans un truc un peu réactionnaire à la Nichéa, genre le discours de la libéralisation politique entraîne une normalisation, une libéralisation économique et forcément une homogénéisation sociale, etc. Enfin, c'est un point de vue, mais c'est un point de vue qui me paraît un peu, pardon de le dire comme ça, mais dandy, et qui est assez peu politisé en fait. Et il y a quand même des projets politiques autres dans plein de choses dans les mouvements de la communauté. Et je veux dire, je sais pas, mais des gens comme Virginie Despentes qui dit en fait, allez mourir, donnez-nous le mariage et après on chiera dessus. Mais donnez-nous le mariage et puis on verra après, quoi. Ça me paraît un projet politique pour demain, justement un peu moins désengageant que de juste constater un embourgeoisement et une normalisation au sein d'une frange, au milieu. Enfin, je sais pas. Pardon, je suis pas très claire. Mais sur la question de communauté, il faut recréer de la communauté. Il faut des lieux, il faut des trucs très concrets. C'est sûr que la critique, elle suffit. C'est probablement ce qui manque aussi dans ce bouquin et même dans plein d'initiatives politiques, parce qu'elles sont enfermées dans une imagerie radicale aujourd'hui de gens qui sont complètement énervés, alors qu'en fait, c'est aussi des communautés qui se recréent, qui se refondent sur de nouveaux présupposés. Et ça, il faut le prendre au sérieux, parce que c'est pas une position bandit, hein, tous ces groupes-là qui émergent de plus en plus, et justement en réaction aux autorités. Non, c'est pas ça qui paraît bandit. Ce qui paraît bandit, c'est de dire un peu avant l'obscurité, avant la clandestinité, avant le coming out impossible, et maintenant. Et j'ai du mal à comprendre ça. Non, mais sur ça, justement, c'est pas justement, oui, en même temps, ça me permet de clarifier un truc. C'est effectivement, c'est pas une nostalgie pour les années 70, etc., quoi. C'est pas ça. C'est plutôt que, à l'inverse, le mouvement actuel, justement, semble, je sais pas, je pense au livre de Martel, par exemple, hein, c'est quoi son prénom déjà, Martel? Frédéric Martel, voilà. Frédéric Martel qui, par exemple, lui, considère que le mariage gay, effectivement, est l'aboutissement et, au fond, de certaine manière, permet de dépasser ce qui était encore, au fond, une forme d'adolescence ou d'enfantillage, quoi, hein, des années 60-70, quoi. Voilà. Et là, du coup, moi, je me placerais plutôt dans une perspective qui est celle de Walter Benjamin, où on se penche vers le passé, non pas du tout pour le faire revenir, mais pour essayer de récupérer finalement quelque chose de ce passé-là qui n'aurait pas encore justement eu lieu dans le passé, pour le faire surgir, pour le faire éclater dans le présent, quoi. Donc c'est pas du tout de la nostalgie, puisque c'est de l'inédit dans le passé qu'il s'agirait de faire revenir, quoi. Faire revenir quelque chose qu'on n'a pas vécu dans le passé. Autrement dit, il y a des virtualités qui étaient là dans les années 70, qu'on est en train de perdre, et j'ai envie d'aller voir ce qu'on peut encore trouver là-dedans, justement, pour réactiver, si vous voulez, quelque chose dans notre présent, quoi. Donc c'est pas une pensée nostalgique, quoi. C'est pas du tout ça. Oui, je finis juste pour répondre sur le groupe, sur la question difficile, quoi, hein, des groupes LGBT, etc. Déjà, je trouve que le sigle LGBT est toujours très compliqué parce que LGBTQI, etc., quoi, hein, quelqu'un qui parle au nom de la communauté LGBTQI, la plupart du temps, son discours, il est situé, je sais pas, ça va être un gay qui va parler précisément de la communauté gay ou quelqu'un qui va parler, voilà. En général, on ne parle pas au nom de l'ensemble des lettres représentées par le sigle, quoi. Déjà, ça me pose un problème. Et puis surtout, je crois que c'est, d'une certaine façon, comment dire, il y a, si on se place au niveau international en particulier, quoi, il y a une conception, on pourrait dire,
LGBT qui prévaut et qu'on a tendance, d'une manière, à imposer finalement à travers le monde, quoi. Et donc ça, pour moi, c'est un vrai problème, quoi. Il y a une sorte d'hégémonie LGBT dans le milieu gay, par exemple, quoi. Il y a une hégémonie des groupes LGBT et qui, par ailleurs, vaut au niveau international. Donc moi, ça me pose un vrai problème, ça. C'est-à-dire que les communautés LGBT, comme tu disais tout à l'heure aussi, quoi, sont des communautés qui, en interne, vont aussi sécréter du rejet, de l'exclusion, etc., quoi. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui, pour moi, pose un vrai problème, quoi. Donc j'ai envie d'une forme de dés-LGBTisation, quoi, de l'homosexualité, quoi. J'ai envie de repartir sur d'autres bases et, effectivement, ne pas avoir ne pas passer nécessairement par ce prisme. Bon, là, ça demanderait une discussion très longue, mais c'est intéressant comme question. En fait, je me suis demandé... Monsieur, il y avait une intervention. Ça va rebondir. Et je pense pas du tout que l'affaire une critique à l'intérieur du mouvement gay soit une forme de dardisme ou quoi que ce soit. C'est une critique à la normalisation. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est nécessaire et qu'il faut la faire. Après, par contre, je dirais que vous avez utilisé le mot hégémonie, et je pense que c'est vraiment le mot à utiliser parce que c'est, en fait, les mouvements minoritaires à l'intérieur de la communauté gay ou LGBT ou queer, comme vous voulez, il y en a à foison, en fait. Il y a plein de collectifs qui ne sont pas du tout dans une stratégie de normalisation. Le problème, c'est que les associations LGBT, comme l'inter-LGBT, ils ont de l'argent et des sous. Et les collectifs plus radicaux n'ont pas d'argent, n'ont pas de lieu et n'ont rien. Et c'est ça aussi la question. C'est aussi une question de matériel, de visibilité. C'est aussi une question qui porte les politiques et les revendications. C'est aussi des gens qui ont plus de pouvoir économique et symbolique, ce que vous voulez. Mais je répète, la majeure partie des personnes queer ou LGBT ou comme vous les appelez, ne sont pas dans une forme forcément de normalisation, et même si c'est le cas, ce n'est pas vraiment un problème, parce que chacun dans sa propre vie a l'injonction à la révolution aussi, ce n'est pas quelque chose de très bien pour les personnes singulières, pour les individus. Mais en même temps, il me semble que dans le panorama des collectifs qui existent, même en France, mais aussi en Europe, en Italie, que je connais très bien, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, des formes de radicalité queer ou de radicalité LGBT existent bel et bien. Il n'y a pas qu'il y ait de la normalisation. Il faut évidemment la dénoncer comme forme, mais il ne me semble pas que ce soit une dérive qui serait forcément... et par contre, j'aime bien le retour aux années 70, j'aime très bien ce que... j'aime beaucoup ce que vous avez dit sur Benjamin, c'est exceptionnel. Oui, deux choses peut-être. D'abord, je n'étais pas tout à fait à l'aise sur la manière dont l'aventure du Pax évolue a posteriori. Je pense que ce n'est pas très exact au point historique. D'abord, la possibilité de se marier entre frères et sœurs était bien inscrite dans la première version du Pax. Et les mouvements bisexuels n'étaient pas du tout derrière le comité de soutien au Pax. Ça a d'ailleurs été un problème, c'est-à-dire que le Pax a failli capoter à cause justement de cette absence de soutien, parce que le Pax était considéré comme un sous-mariage, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas engagés. À l'inverse du mariage, au contraire, les mouvements homosexuels étaient beaucoup plus présents. Donc, je pense qu'il y a il faudrait revoir au point historique véritablement cette aventure du Pax de manière un peu plus précise. Ensuite, je me suis demandé si ton livre n'était pas finalement un livre contre l'État. Ce qui éclaire beaucoup de choses dont on parle. On sent bien qu'il y a un malaise ou un accord sur la question de la normalisation. Est-ce qu'on est normalisé ou pas? Est-ce que c'est être accepté de normalisation de se marier? Finalement, la preuve, ce qui vérifierait cette normalisation,
à mon avis, c'est l'hypothèse qui sous-tend quand même l'ensemble de la démonstration, c'est que derrière une manifestation de l'État, il y a forcément une volonté mauvaise de mettre les gens au pas, de les inclure, de restreindre leur liberté, c'est l'idée d'un racisme essentiel en fait de l'État, etc., etc. Est-ce que c'est pas ça en fin de compte qui est derrière cette forme de radicalité, parce qu'on peut très bien renverser de la manière dont tu vis notre actualité et être satisfait du fait qu'il y ait plus de droits, que les gens aient plus de possibilités de faire des choses. On peut se marier, on peut aussi se paxer. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque du Pax, on a eu ce qu'on oublie aujourd'hui, mais la reconnaissance légale du concubinage, c'est-à-dire en fin de compte, on a maintenant aujourd'hui 3 états de vie qui sont reconnus par l'État. Donc on pourrait très bien voir ça, lire cette même histoire. C'est l'arnaque, mais ça aide quand même des couples. Non, c'est l'arnaque. Ça aide quand même des couples dans la vie quotidienne. C'est juste l'arnaque. Ça aide quand même des couples dans la vie quotidienne. Qui ont choisi de ni se paxer, ni se marier, tout simplement des concubins. C'est pas horrible, nous sommes bien d'accord. Donc on pourrait faire une autre lecture en fait de l'actualité. Et je me demande si le point de basculement, ce comme toi se construit depuis un petit moment, et derrière il y a des questions, non pas tellement sur la question gay, mais la question profondément politique, si ce n'est pas d'abord la question du rapport à l'État, de ce que l'on attend d'un côté de l'État, et au contraire, de ce qu'on redoute de l'État, cette peur de l'État. Donc, il faut très bien parler, mais pas dans le sens où tu l'utilises. Excuse-moi si j'étais un petit peu... Non. Mais d'abord pour le... D'accord, donc effectivement, peut-être dans ce cas-là, tu as une version du Pax contenait encore la possibilité de se marier pour les... Ça m'a échappé, ça. D'accord, donc ça m'a échappé, ouais. Et pour le reste, je suis étonné par ta remarque sur l'État, puisque la place de l'État est relativement limitée dans le livre. Ce que j'évoque surtout, justement, c'est la subjectivation, justement. Une question de subjectivité gay, etc. La revendication d'un mariage gay, c'est beaucoup plus la subjectivité que j'interroge, quoi. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout l'idée qu'il y aurait, justement, une démarche de l'État qui, à aucun moment, justement, je ne prends ce point de vue-là, quoi. À aucun moment, je défends ce point de vue-là. C'est pour ça que ça m'étonne un petit peu ta remarque. À aucun moment, justement, je n'évoque cela. Je dirais même que le problème pour moi, c'est le problème que cette revendication, justement, ait pu naître à un moment dans la communauté gay. C'est-à-dire cette demande de normalisation, pour moi, elle émane justement du milieu gay. Et c'est pas du tout une imposition de la part de l'État. C'est pas du tout comme ça que je le vois. L'exemple que tu as cité du policier... Ah oui, l'exemple que j'ai cité, mais il n'est pas dans le livre, celui-là. C'est l'État qui forcément a une stratégie. Mais il récupère. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as un mouvement de... Ah oui, ben, genre, pour moi c'est flagrant, mais oui. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, mais là, qu'est-ce qu'il fait l'État? Il vient simplement, justement, cueillir les fruits mûrs, quoi. Hein. C'est-à-dire que la communauté gay, justement, s'étant, ayant fait la preuve, d'une certaine manière, de sa volonté d'inclusion, là, eh bien, très fort, quoi. Hein. Hollande, moi je dis chapeau, bravo. Il va effectivement dans ce sens-là, il dit, ah, vous en voulez de l'inclusion, et je vais vous en donner de l'inclusion. Et dans ce cas-là, allons-y jusqu'au bout. Et effectivement, là, tu as un superbe geste complètement cynique du gouvernement Hollande, pour moi. Ouais. Mais là, c'est dans ce moment-là, et c'est uniquement, c'est pas du tout un élément moteur, quoi. Hein. C'est après coup que là, le gouvernement, l'État en l'occurrence, vient récupérer la chose, quoi. Pas du tout à l'origine, quoi. Eh ben, je vous propose qu'on s'arrête là-dessus. Et si vous voulez, on peut boire un petit verre et voilà, continuer à discuter comme vous le souhaitez. Voilà. Merci beaucoup.